Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Katia Dubouchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-référente de la Convention, le mouvement de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Alors on sait qu'il s'est donné pour mission de réconcilier la gauche, ni Mélenchon ni Macron, dans une agglomération avec un exécutif très NUPES. Est-ce qu'il y a une place pour le mouvement de Bernard Cazeneuve? Je pense qu'il y a effectivement une place. C'était aussi la démarche que j'avais personnellement entamée avec les dernières élections législatives sur Villeurbanne. Et je pense que la gauche a besoin de cette pluralité et a besoin de pouvoir s'exprimer dans sa diversité et ne pas être sous le joug d'un seul parti. Et vous espérez quel type de soutien dans l'agglomération? On a déjà des soutiens et des soutiens assez forts dans l'agglomération. Et notamment avec l'événement que nous allons faire le 10 juin, nous espérons pouvoir enclencher la vitesse supérieure et avoir encore plus de soutien. Alors, on sait qu'il y a Martine Roure qui est co-référente avec vous du mouvement. Tout à fait. Hélène Geoffroy fait partie de la Convention. Oui, tout à fait. Elle était présente à Lyon au Palais de la Mutualité lorsque nous avons reçu Bernard Cazeneuve qui avait à l'occasion annoncé le lancement de la Convention suite à la publication de son manifeste. Et David Kimmelfeld. David Kimmelfeld est un grand garçon, hein, il fera ses choix. Il était présent également au Palais de la Mutualité. Il me semble qu'il est dans plusieurs mouvements et nous l'accueillerons le jour où il décidera de formellement nous rejoindre avec plaisir. Donc pour vous, c'est possible qu'il vous rejoigne. Si cela se passait, est-ce que ça appellerait une recomposition au niveau de l'agglomération, puisque vous auriez dans le même mouvement un des piliers de la majorité à la métropole, Hélène Geoffroy, et un des grands représentants de l'opposition, David Kimmelfeld? Je pense que le jour où il décidera de nous rejoindre officiellement, s'il le désire, bien évidemment, nous aborderons à ce moment-là ces questions et ce sera bien évidemment un choix réfléchi de sa part et que nous ferons de manière intelligente et collective. Ce sont les européennes qui pourront amener à une clarification de la situation à gauche? Effectivement, les prochaines échéances électorales et donc les européennes vont être un enjeu majeur. Peut-être pour apporter certains éléments de clarification, mais ce sera surtout un enjeu majeur pour le pays. Quand on a vu le score du Front National la dernière fois aux européennes, on ne peut qu'être attristé quand on voit aussi le taux de participation qui est très faible pour des élections à enjeu majeur. On sera nécessairement toutes et tous mobilisés. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour les européennes, sachant qu'il y a plusieurs listes déjà à gauche qui se dessinent? Il y a plusieurs listes qui se dessinent et une fois de plus, je suis pas devin. Ce que je souhaite, c'est que le mouvement dans lequel je m'inscris, notamment via la Convention, mais au-delà, puisse effectivement avoir une liste. Et pourquoi pas une liste qui irait plus loin que cette gauche qui trace son sillon. Mais donc ça veut dire concrètement une liste de plus à gauche, parce qu'on ne voit pas vous associer ni avec le PS, ni avec les écologistes, ni avec la France Insoumise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas absolument pas contre l'union de la gauche. Simplement, l'union de la gauche, et notamment quand elle a gagné, elle a toujours été avec un leadership en son centre, et pas un leadership qui la pousse dans les extrêmes. Et effectivement, une liste, elle se fait aussi sur des convictions. Et je pense que des partis ou des mouvements qui sont clairement pro-européens auront du mal peut-être à s'allier avec des partis qui ne prônent pas autre chose que les responsabilités. C'est-à-dire qu'une tête de liste comme Ségolène Royal, ça pourrait vous aller? Je ne suis pas On parle spécialement... eh ben, écoutez, que grand bien lui fasse. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait la figure adéquate, personnellement. Alors sinon, on sait que vous êtes une spécialiste des questions de laïcité. Comment vous avez compris l'organisation des élections turques dans une mosquée à Dessine qui fait l'objet d'un recours? Je l'ai compris comme étant une regrettable défaite pour la Turquie qui, à un moment, a été un pays profondément laïque et qui défendait des valeurs d'émancipation, notamment d'émancipation des femmes. Force est de constater à l'heure actuelle que ce n'est plus le cas. Force est aussi de constater
que de nombreuses personnes dans le pays sont sorties dans la rue pour aller manifester leur joie de l'élection d'Erdogan. Je pense que fondamentalement, on a dû rater quelque chose pour que ces personnes qui se trouvent en France considèrent que la réélection d'Erdogan soit une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on a raté alors? Je pense qu'on a raté d'expliquer qu'il y a d'autres modèles, qu'on peut croire profondément dans une démocratie représentative, et que pour le bien commun, on ne peut que tendre vers l'universel et pas vers du particularisme et du communautarisme. Alors vous défendez une gauche raisonnée et en prise avec le réel, pour reprendre votre formule. Le débat actuel, c'est la loi immigration. Oui. La discussion entre le gouvernement et LR. Est-ce que la gauche n'aurait pas à investir ce débat? Et si oui, sur quelle ligne de crête? La gauche, quelque part, a déjà répondu. Vous voyez, par exemple, Fabien Roussel, pour le Parti communiste, a déjà fait part de sa volonté de travailler et d'être force de proposition. Il y a une gauche qui est force de proposition. Je ne peux pas, quant à moi, me prononcer au nom de la Convention, puisque nous nous réunissons pour la première fois le 10 juin, donc nous n'avons pas encore de position arrêtée sur ces questions-là. Par contre, à titre personnel, je pense que vouloir participer à ces débats, très bien, il y a une nécessité d'en parler. Par contre, actuellement, rien n'est clair. On ne sait pas quelle est la ligne du gouvernement. On ne sait même pas si le gouvernement a une ligne. Les ministres, entre eux, ne font que s'écharper sur ces questions. Et globalement, la droite fait une espèce de concours l'épine des mesures qui pourraient potentiellement ramener les électeurs du Front National à eux. Là non plus, sans aucune vision. Alors quand même, on est quand même sur un débat qui est extrêmement lourd, avec des vies qui sont en jeu et souvent une profonde détresse. Et donc on se doit justement de répondre à ces questions de manière calme et raisonnée. Alors, la droite et le gouvernement n'ont pas de vision, mais est-ce que vous avez une vision? Moi, personnellement, je n'ai pas la volonté de régler, la prétention de régler tous les problèmes à moi toute seule. C'est aussi pour ça que je m'inscris dans des cadres collectifs. Je pense par contre que les réponses à faire ne peuvent se faire qu'au niveau européen. D'où l'importance aussi des prochaines élections européennes. Il est totalement faux et mensonger de faire croire aux Français que cette question peut être réduite à une question purement nationale. Prenez par exemple le règlement de Dublin qui fait que la solidarité, en fait, en Europe, pour l'instant, n'existe pas sur ces questions. Et toutes les problématiques, notamment d'accueil des migrants et de demande d'asile, se font dans les pays du Sud. J'ai lu que Bernard Cazeneuve trouvait que l'Union européenne avait négligé le fait national. Pour vous, les questions d'immigration ne peuvent se traiter qu'au niveau européen? Et je pense que la nation ne se résume pas à une question d'immigration. Pour vous, ça ne peut pas se traiter au niveau national? Ça doit être traité par l'État, notamment en mettant des moyens dans les services en charge de ces questions, notamment en préfecture, quand on voit les délais aujourd'hui de traitement des demandes et des dossiers qui sont beaucoup trop longs et qui ne font qu'aggraver la situation de ces personnes-là. Mais ça doit aussi et avant tout se traiter au niveau européen. Alors, parmi les différentes mesures qu'on discute aujourd'hui, lesquelles vous semblent acceptables ou au contraire inacceptables? Par exemple, le fait d'instaurer un débat annuel sur les plafonds migratoires, comme le souhaite LR au Parlement. Est-ce que ce serait souhaitable? Un débat sur quel fondement? Quand on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement avait déposé un premier projet de loi en février, sans même qu'il y ait un rapport, notamment ministériel, qui explique l'intégralité de la situation, je ne vois pas comment on peut régler ces questions-là. Après, si c'est pour essayer d'instaurer des quotas et de soumettre à la vindicte populaire et à l'émotion des questions qui sont cruciales sur plusieurs plans, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement pertinent. C'est un sujet qu'on retrouve aussi dans les collectivités locales, en particulier à l'agglomération lyonnaise, avec le sujet notamment des mineurs non accompagnés. La métropole en accueille 2500. On a vu récemment une passe d'armes entre Nathalie Perrin-Gilbert et Bruno Bernard sur ce sujet. Vous êtes plutôt Bruno Bernard ou plutôt Nathalie Perrin-Gilbert? Je pense que la métropole fait ce qu'elle peut sur un sujet extrêmement compliqué. Et j'appellerais, je pense, des deux côtés à une forme de retenue et d'abstention en la matière. Et je pense qu'il s'agit d'êtres humains, de situations très complexes,
et que les instrumentaliser d'une manière ou d'une autre n'est pas nécessairement une réponse à la hauteur de l'idée que je me fais de la fonction d'élu. Katia Dubouchet, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.